Aggloméré hétérogène de morceaux de bois, de briques ordinaires, d'arbres, d'automobiles qui, d'une façon inimaginable, défiant toutes les lois de la physique, tenaient debout. Le monde fut surpris et horrifié de découvrir que, plus haut, ce n'étaient plus des morceaux de maisons et de meubles assemblés de manière chaotique qui formaient la cheminée, mais un amas de corps, une chaîne d'êtres humains, étroitement serrés, les muscles en tension pour atteindre la longueur maximale, l'extension ultime de leur propre anatomie. Un peuple congelé par le froid terrible de l'espace, mais souriant, fusionné par le froid terrible de souriant, fusionné pour toujours par son projet, son orgueil, sa cheminée. Et au sommet de cette terrible et impossible obélisque dédiée à l'abnégation, au sacrifice et à l'entêtement infini du peuple du petit pays, le dernier de tous, le seul ayant les bras libres, l'affable dictateur. Toujours à la tête de sa nation confiante, le geste orgueilleux, les mains tendues vers l'infini, comme s'il voulait aller plus loin, changer en statue pour l'éternité, la bouche prononçant un orgueilleux « Excelsior », souriant et triomphant. On a l'impression sur cette fin d'un vieux film de propagande soviétique où on imaginerait Lénine montrant... voilà, exactement. C'est incroyable d'imaginer que vous puissiez écrire ça sans que on vienne ensuite vous demander des comptes. Sí, es increíble, imagina escribir esto sin que el gobierno cubano venía a pedirte algo, Bueno, hablarte debo decir que la única vez que he estado detenido por los órganos de seguridad del gobierno cubano ha sido justamente por este cuento. Alors je dois dire qu'en fait la seule fois où j'ai été incarcéré par les services de sécurité cubains, c'est justement après avoir écrit et publié ce texte. Pero también debo aclarar que las reglas en Cuba son bastante singulares. Desde que en 1997 tenemos un nuevo ministro de Cultura, nuevo, que como todas las cosas nuevas en Cuba ya tiene 15 años. Las reglas son distintas. Podemos escribir lo que queramos y el gobierno nos publicará lo que ellos quieran. Estos cuentos no están publicados en Cuba. Alors en fait, il y a eu un changement en 97 avec un nouveau ministère de la Culture. Et là, il y a une règle assez simple qui a été établie, c'est-à-dire que finalement, les auteurs cubains peuvent écrire à peu près ce qu'ils veulent, mais le gouvernement choisit de publier ce qu'il veut. Donc, comme ça, c'est une bonne façon de contrôler ce qui s'écrit. Et donc cette nouvelle-là n'a pas été publiée à Cuba. Et donc cette nouvelle n'a pas été publiée à Cuba. En lisant le livre, il faut savoir qu'il y a, pour vous découvrir un petit peu mieux, une interview qu'a réalisée Sylvie, et puis d'autres explications à l'intérieur. On parle en particulier de vos influences. Et moi, j'étais très surpris parce qu'il y a deux noms qui me sont venus à l'esprit en lisant Interférence, et que vous ne citez pas. Le premier, c'est Voltaire. Parce que pour moi, c'est pas un livre de science-fiction, pour moi, ce sont des contes philosophiques. Et le deuxième, c'est Kafka. Parce que la deuxième nouvelle, c'est une variation sur la métamorphose. Bueno, debo decirte que eres la primera persona que se da cuenta de la influencia que tiene Micromegas de Voltaire en esta concepción. Y lo segundo que debo decir, los cubanos siempre decimos que Kafka en Cuba hubiera sido un periodista o un escritor costumbrista. En Cuba el hecho de que un hombre amanezca convertido en cucaracha no es noticia. Todos los días amanecen cucarachas convertidas en ministros. Donc en fait, tu es la première personne à me dire que finalement, à remarquer que effectivement dans ce texte, il y a des influences de Micromégas, de Voltaire. Et puis Kafka, Kafka, si à Cuba, Kafka, ça serait un journaliste, ça serait et qui pourrait écrire tous les jours que finalement un coquillage s'est transformé, enfin que des gens se sont transformés en coquillage, en cafard, pardon, cucaracha, en cafard. Et puis on sait que de toute façon, régulièrement à Cuba, les cafards se transforment en ministres, donc. Alors on le voit, Interférence, c'est un livre vraiment, encore une fois je le redis, vraiment très drôle. C'est moins le cas, je trouve, de Planète Allouée, et je l'ai qu'on s'intéresse aussi à ce livre-là, parce que je crois que c'est une vraie description de la société cubaine au travers de ses archétypes.
Est-ce que c'est ce que vous recherchez justement, à faire découvrir à l'extérieur du pays, ou peut-être même à l'intérieur d'ailleurs, ce qu'est la société cubaine, en tout cas comment elle se distingue aujourd'hui par vraiment des archétypes? Bueno, los arquetipos son siempre un peligro, pero hay que decir que en la sociedad cubana existen situaciones en las que los arquetipos de Planeta Lue son canónicos. Oui, les archétypes, ça peut toujours être un danger, mais en tout cas dans la société cubaine, il existe des archétypes tels qu'ils sont décrits dans Planeta Lue qui sont carrément canoniques. Muchos que creen que la crítica es demasiado dura me dicen, pero todos los cubanos no son así. Digo, pero también existen esos cubanos, y son muchos. No es como dicen nuestros periódicos que todo el pueblo está dispuesto a sacrificarse. No todo el pueblo es capaz, realmente, se subiría en una chimenea para seguir a su líder. Alors on m'a déjà dit, mais franchement tous les Cubains ne sont pas comme ça, et à chaque fois j'ai répondu, des Cubains comme ça il y en a, et moi j'en connais beaucoup. Et en fait, à mon avis, tous les Cubains ne sont pas prêts à se sacrifier pour leur pays, et je pense qu'il y aurait finalement très peu de Cubains qui seraient capables de monter en haut de la cheminée pour finalement se sacrifier à la gloire du petit pays, pour montrer que, enfin pour l'orgueil du petit pays. Là, on retrouve un contexte qui, là, pour le coup, est vraiment un contexte de science-fiction, même si on garde, encore une fois, le côté petit pays d'un côté, grand pays de l'autre, ou en tout cas univers de l'autre et petite planète. Mais on est vraiment avec l'intervention d'extraterrestres, de personnages venus d'univers différents, qui symbolisent l'extérieur. Là, on est vraiment dans un contexte de science-fiction, par contre. Bueno, debo decirte que para los cubanos que no pueden viajar cuando quieren, que son la mayoría de mis compatriotas, antes de los años 90 los turistas extranjeros eran como los extraterrestres. Todos hablaban de ellos, pero muy pocos los habían visto. Donc il faut dire que finalement à Cuba, où finalement la majeure partie des gens ne peuvent pas sortir du pays et ne sont jamais sortis du pays, avant les années 90, un touriste cubain, c'était un peu comme un extraterrestre, c'est-à-dire que on savait qu'ils étaient venus, mais il y avait très peu de gens qui les avaient vus. Et justement, là, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette société cubaine vivre avec cette manne du tourisme. Bueno, realmente, hoy más que nunca la sociedad cubana vive del turismo. Incluso hemos renunciado a lo que era nuestro principal renglón productivo, que era la producción de azúcar de caña. Y obviamente el turismo ha cambiado toda nuestra sociedad. Donc effectivement aujourd'hui plus que jamais Cuba vit du tourisme, puisque on ne peut plus compter sur ce qui était autrefois une ressource à Cuba, c'est-à-dire la production du sucre de canne, et donc Cuba a besoin vraiment du tourisme et de l'argent du tourisme pour survivre. Avec ce paradoxe que tous les extraterrestres veulent venir à Cuba passer des vacances, ou en tout cas sur cette planète, pardon, oula, je fais un lapsus. Sur la Terre. Voilà, sur cette planète, et tous les habitants de la planète, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est de la quitter. Sí, hay un paradoja, sí, que todos los turistas celoides quieren venir a vacaciones de la Tierra, todos los de la Tierra quieren dejar el planeta para irse a territorios celoides. Bueno, esta paradoja es el equivalente de la paradoja real de Cuba. A Cuba todos los turistas europeos y norteamericanos quieren ir. Y dicen salsa, puros, ron, mulatas. Y en cambio los cubanos, muchos cubanos, no todos, ansían irse de Cuba. Y dicen televisión, DVD, auto, internet. Es una expresión de que cada uno desea lo que no tiene y cree que la vida es mejor en otra parte, que el césped del vecino es más verde siempre. Et en fait, c'est vrai que ce qui est décrit finalement dans Planeta Lue, c'est un exact reflet de la société cubaine et puis du monde actuel, où il y a énormément de touristes qui veulent aller à Cuba, parce que Cuba, c'est les belles plages, la salsa, le soleil, le rhum, les belles filles.
Et pour les Cubains, bah, finalement, tout ce qui est en dehors de Cuba, c'est la télévision, Internet, les DVD, la liberté. Et il semble que finalement, on est toujours devant ce modèle un petit peu éternel de... On croit toujours que ce qui est ailleurs est mieux que ce qu'on a chez nous, et on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Et les personnages que vous mettez en scène, donc ces archétypes de la prostituée, de l'artiste, du sportif, du policier et les autres, tous, ils sont finalement dans cet état intermédiaire, finalement, qui est de peut-être pas pouvoir partir, mais d'améliorer un ordinaire, de progresser socialement dans une société qui finalement est totalement figée, en fait. Bueno, estos personajes son parte de lo que en Cuba se puede considerar casi una picaresca, casi como la del siglo de oro español. Todo un submundo que comenzó a vivir del turismo y a tratar de arrancar unas migajas del flujo de dinero que llevaban los turistas, que supuestamente solo pertenecía al Estado, que lo tomaba y lo administraba. Et en fait, tous ces personnages, c'est un petit peu comme une espèce de fresque picaresque, comme un peu l'Espagne au siècle d'or, où les Espagnols allaient chercher l'or de l'Amérique. Ces personnages, en fait, il y a cette manne du tourisme qui arrive et ils essaient d'en récupérer des miettes pour essayer d'améliorer leur vie. Et de profiter justement eux aussi du siècle d'or parce que les gouvernements sont à la solde finalement des extraterrestres et ils contrôlent tout. Eux n'ont pas de contrôle mais ils essaient de récupérer des miettes. Alors ça va loin parce que ça va pour cette prostituée qui est prête finalement à s'offrir au plus offrant justement, à celui qui lui donnera peut-être le plus d'argent ou peut-être le plus d'espérance de quitter le pays. Moi je voulais que vous nous racontiez ce qu'est prêt lui à faire l'artiste pour se sortir de là et pour obtenir un statut meilleur et finalement aussi un confort matériel, parce que ce qu'il fait c'est effrayant. Creo que una de las cosas por las que esta novela es tan amarga, porque le muestra a los cubanos algo que a menudo quieren olvidar, que todo en la vida tiene un precio, que conquistar el paraíso a menudo significa renunciar a ser lo que eres, que cuando llegas al paraíso ya no eres el que soñó vivir en el lugar mejor. Et en fait, il y a une certaine forme d'amertume effectivement dans ce roman parce que finalement ça montre aux Cubains que essayer d'atteindre le paradis, ça a un prix. Et que quand on a payé le prix, on n'est plus tout à fait celui qu'on était auparavant. Et que finalement, est-ce qu'on va être heureux dans ce paradis qu'on a gagné si on n'est plus soi-même? Parce que cet artiste, il va jusqu'à mourir sur scène et puis ensuite ressusciter pour remourir le lendemain, voire quelquefois plusieurs fois par jour en fonction de la demande. Et mourir de manière assez violente quand même. Hein. Es obviamente una metáfora también de lo que significa para muchos el proceso de la creación, que es morir para tu obra, olvidarte como persona para que tu obra esté ahí. Pero creo que varios de los personajes, el artista, la prostituta, el científico, el deportista, están dispuestos a renunciar a lo que para otros es lo más valioso que ellos tienen con tal de obtener eso que sueñan. Donc cet artiste, oui, il est disposé en fait à mourir, mais c'est une métaphore en fait sur le travail de l'artiste, puisque l'artiste, il meurt quelque part en allant vers sa création, il est prêt à mourir pour sa création, mais finalement tous ces personnages, que ce soit la prostituée, l'artiste, le scientifique, le sportif, ils vont tous renoncer à une part d'eux-mêmes, mourir un peu à eux-mêmes pour essayer de gagner cette espèce de place au paradis. Alors on va... Pardon. Yo me he encontrado en distintos países del mundo viajando, cubanas de 20 años que se han casado con europeos de 70 que son infelices. Me he encontrado deportistas que eran conocidos por todo el pueblo en Cuba, que ahora son entrenadores de un equipo olvidado de una pequeña ciudad. Me he encontrado científicos que eran de
de primer nivel en Cuba que ahora trabajan en una empresa farmacéutica olvidada, me he encontrado a la gente que ha llegado a sus sueños y se han dado cuenta que el sueño no los estaba esperando. Et en fait, j'ai rencontré des filles de 20 ans qui vivent à l'étranger et qui ont épousé des hommes de 70 ans pour quitter Cuba et qui sont malheureuses. J'ai rencontré des sportifs qui étaient des sportifs de haut niveau à Cuba, qui sont maintenant des entraîneurs dans des clubs de seconde zone, dans des toutes petites villes. J'ai rencontré des scientifiques qui étaient des scientifiques de premier ordre à Cuba et qui se retrouvent finalement à jouer les laborantins dans des toutes petites entreprises pharmaceutiques. Et finalement, tous ces gens-là, ils sont malheureux parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant qu'ils sont dans le rêve, c'était pas du tout le rêve qu'ils attendaient. Ils s'attendaient pas à ça et le rêve, finalement, quelque part, les a un peu trompés. Alors on va écouter justement le début du chapitre sur le sportif. Qu'est-ce qu'on peut dire pour planter un peu le décor, Sylvie, sur... Alors, pour planter le décor, le Voxel, c'est un jeu intergalactique qui est pratiqué par l'ensemble des races xénoïdes. Donc les xénoïdes, c'est les extraterrestres en général, puisqu'après il y aura des races différentes d'extraterrestres. Et donc ce jeu, il y a un championnat intergalactique avec des équipes. Et cette année, la Terre arrive en finale du championnat intergalactique de Voxel, ce qui n'est jamais arrivé ou qui est arrivé il y a très longtemps. Donc évidemment, Jos va planter le décor et va nous faire vivre le match. Et là, l'enjeu est fort, parce que pour une fois, les terriens qui ont été asservis par les xénoïdes, les terriens qui sont exploités, qui n'ont que des miettes pour vivre, ils vont, s'ils gagnent, pouvoir lever la tête et pouvoir être fiers. Et donc on a tout l'enjeu de cette fierté terrienne dans ce match qui est décrit minute par minute par les Dans une Jos. discipline qui est d'une violence Et effectivement, parce que c'est un jeu où finalement, d'abord, il nous décrit des règles du jeu, c'est ça qui est impressionnant. On a l'impression, enfin moi quand j'ai traduit ça, j'ai l'impression que j'étais commentateur sportif, et c'était très amusant. On a l'impression d'être dans le stade. On est dans le stade complètement, et donc il y a des règles du jeu très particulières, puisque ça se joue dans une espèce de petit cube fermé, dans un état d'apesanteur, et où le Vox, c'est en fait une espèce de petite boule d'énergie qu'il faut essayer d'attraper, mais on ne peut pas l'attraper, parce que si on essaie de la contrôler, elle part dans tous les sens. Alors il y a un certain nombre de rebonds à avoir, enfin bon bref. Et donc il y a des équipes de toutes races possibles. Alors les terriens sont entre eux, et en face d'eux ils ont notamment donc des races avec des trucs qui pèsent 300 kilos et qui foncent dans le tas. Enfin, c'est carapacé, enfin, c'est absolument terrible. Et si vous avez aimé le Kidditch, vous allez adorer le Voxel. Ah oui, absolument. Nous sommes l'équipe championne, la meilleure de la Terre, les défenseurs de l'honneur humain sur les terrains de sport. Les gens le savent. Ils ont confiance en nous. Leurs acclamations montent jusqu'au fuselage de notre aérobus lorsqu'ils nous voient passer là-haut. Notre véhicule aux couleurs terriennes descend à vitesse maximale pour se glisser dans l'immense avenue menant au stade, à quelques mètres à peine au-dessus de la populace excitée. Ils nous adorent. Nous sommes leurs idoles. Et si nous gagnons aujourd'hui, nous le serons encore davantage. Nous deviendrons presque leurs dieux. Quelle foule! Ce pilote va nous tuer! Grogne Gopal, notre entraîneur, en regardant vers le bas par un hublot. Ces entrées théâtrales, avant chaque partie, le rendent toujours nerveux. Mais le reste de l'équipe et moi, nous les adorons. C'est une belle tradition. Et que deviendrait la Terre si nous renoncions aussi à ces traditions? Notre pilote est habitué et conduit avec adresse son aérobus au-dessus de la mer humaine. Il ne regarde même pas vers le bas. Moi, oui. La vue de milliers de visages avides d'espoir, de milliers de mains qui me saluent du V de la victoire me galvanise avant chaque match. Aujourd'hui, j'en ai besoin plus que jamais. Je vais jouer la partie de Vox la plus difficile de ma vie. Mon tremplin vers la gloire si je me débrouille bien, ou mon éjection vers l'oubli et le néant si j'échoue. Je vais foncer et donner le tout pour le tout. Le reste de l'équipe connaît également l'importance de ce jour. Chacun l'appréhende à sa façon. Ils se concentrent tous sur une seule idée: gagner. Aucun ne veut penser à la honte de la défaite, à la fin de nos carrières si plus aucune équipe de Vox ne veut nous engager.
Rien que d'y songer, j'ai peur d'attirer le mauvais sort. Mais non, la victoire sera nôtre. Il le faut. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs voxleurs de la Terre. Les meilleurs depuis bien longtemps. Nous sommes l'équipe championne et c'est notre année. Jamais auparavant, une équipe de boxe n'a réuni 6 joueurs humains. Mvamba, grand et mince comme un joueur de basketball, est agenouillé devant un autel pliant. Dans son dialecte bantou sonore, il prit un fétiche tribal taillé dans un bois aussi sombre que sa peau. Il semble que, parfois, cela aide de croire en un petit Dieu personnel et intime qui veille sur nous, de prier un esprit protecteur ou un ange gardien. Il y a moins de 2 ans, Mvamba conduisait un simple aérobus brinque-ballant à Sydney. Il était l'un de ces nombreux Africains apatrides depuis que les xénoïdes avaient volatilisé leur continent entier au moment du contact. Un chasseur de talent de l'équipe locale, les Mains Noires, l'avait vu jeter une pierre contre un voleur pour se défendre et avait décidé de lui faire passer un test. Sa carrière avait alors été fulgurante. Avant-centre des Mains Noires, attaquant des Cavaliers de Melbourne. Et à présent, la grande opportunité. Celle que seul un joueur sur 10 000 peut décrocher. Défenseur des couleurs de la terre. C'est exceptionnel pour un petit nouveau comme lui. Une chance qu'il doit probablement à son fétiche. Un homme observe la prière de Mvamba, l'air sarcastique. Arnaud Korvaltsen, le défenseur danois. La brute blonde, un athée convaincu. Le plus corpulent de l'équipe avec ses 187 kilos et ses 2,05 m. Le plus expérimenté également. Il jouait déjà avec les Bergskers de Copenhague lorsque j'en étais encore à voler des cartes de crédit dans l'anneau extérieur de l'astroport de la Havane. Ça fait un moment que les journalistes sportifs spéculent sur la date de sa retraite. Mais le grand Danois continue de jouer et il est à présent le meilleur défenseur de la planète, bien que le sort de la Terre lui importe peu. Arnaud est un individu pragmatique, un mercenaire qui réagit uniquement à l'odeur de l'argent. Gopal n'est parvenu à lui faire intégrer l'équipe qu'en lui promettant une somme énorme que nous gagnions ou que nous perdions. Avec de pareilles motivations, on pourrait douter de la qualité de jeu de n'importe quel gars, mais la brute blonde est un homme de parole. Il se donnera à fond, comme toujours.